Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des criminels qui ont été dévorés par les créatures les plus dangereuses de la nature. Des rivières du Brésil où un voleur a disparu sous des poissons en train de se nourrir aux forêts de l'Inde où un tigre a abattu un braconnier. Mais d'abord, au Yucatan, un cambriolage s'est terminé avec une nuée à laquelle personne ne pouvait échapper. C'était le 18 septembre 2015 dans les environs arides de Mérida, Yucatan, où des vergers d'agrumes jouxtèrent des cabanes abandonnées et des hangars de stockage. Le soleil s'était couché une heure plus tôt, laissant une chaleur lourde sous quelques lampes à sodium bourdonnant au-dessus d'un chemin de terre. Javier Romero avait 32 ans, un petit cambrioleur qui passait d'un petit boulot à l'autre et de courts séjours en prison. Il savait quelle propriété était vacante après la récolte et quelle porte pouvait être forcée sans attirer l'attention. Les métaux de récupération et les vieux outils étaient ses cibles habituelles, vendus à un courtier qui payait en espèces et ne posait pas de questions. Les voisins le décrivaient comme fiable à sa manière, ponctuel, sobre, prudent. Cette prudence l'a poussé vers la cabane près des vergers cette nuit-là. Les bâtiments vides signifiaient fils cuivre, tôle de toiture. Léger, vendable, rapide. Il a planifié le travail comme il le faisait toujours. Il a apporté un tournevis plat, un pied de biche de 8 pouces et un masque anti-poussière de peintre qu'il utilisait pour ramper sous les planchers. Il s'attendait à des rongeurs, peut-être un serpent, jamais rien qui se défendait en ombre. Il se faufilait, débranchait le câble du mur et vérifiait la pile de panneaux de toit dans l'arrière-salle. Du spray au poivre se trouvait dans sa poche pour les errants. Il avait fait cela pendant des années et pensait que la vitesse silencieuse résolvait la plupart des problèmes. La ruelle derrière la cabane était recouverte de poussière jusqu'aux chevilles, l'air sentant les agrumes et le vieux carburant. Quelque part proche, un bourdonnement traversait la nuit. Pas fort, juste un bruit de fond de grove après la tombée de la nuit. Les abeilles africanisées avaient construit un rayon dans les chevrons où la chaleur et l'abri leur convenaient. Des dizaines de milliers peuvent tenir dans un espace de la taille d'un petit placard. Leur réponse défensive est rapide et coordonnée. Une perturbation près d'une entrée peut envoyer des centaines dans les airs en quelques secondes, concentrant les piqûres sur la tête et le haut du corps. La puissance du venin est ordinaire, mais le nombre change le calcul. Pour le visage, la gorge et les voiles respiratoires, c'est la dose qui compte. Les avertissements étaient là si quelqu'un regardait. Des mains torturées ont évité la cabane après avoir été chassées lors des saisons passées. Un avis municipal, décoloré, cloué à un poteau de clôture, mentionnait des abeilles, mais était à moitié déchiré et illisible la nuit. Deux adolescents traversant le bosquet vers un arrêt de bus ont regardé Javier sauter la chaîne basse et monter sur le porche avec ses outils sous sa chemise. Ils ont ralenti lorsque le bourdonnement s'est intensifié, une vibration continue plus semblable à celle de machine qu'à un seul insecte. Javier a mis le pied de biche dans la fente de la porte gonflée et s'est penché. Le bois a claqué avec un bruit creux qui a résonné à l'intérieur. Un petit ruban d'insectes a dérivé d'un interstice dans la moustiquaire. Il a de nouveau appuyé, le loquet s'est détaché. La porte s'est ouverte. Le son a changé immédiatement, un rugissement remplissant l'entrée. Les adolescents sont restés derrière un arbre citrus, regardant à travers les feuilles et discutant à voix basse sur l'opportunité de demander de l'aide. La première vague est tombée des poutres au-dessus de l'entrée, une nappe d'abeilles s'élevant et tombant ensemble. Ils ont frappé ses cheveux et ses oreilles. Il a balayé par réflexe. Des piqûres ont atterri autour de ses yeux, sous le col, le long de la mâchoire. Il resserra les masques à poussière, bien qu'il ne bloque guère les insectes. Les abeilles se glissaient sous les bords et le groupe se déplaçait sur les joues et les lèvres exposées. Les témoins décrivirent de plus tard un pas de côté chancelant comme un boxeur esquivant des coups que personne d'autre ne pouvait voir. Il descendit du porche et entra dans l'allée. Les abeilles suivaient comme un nuage compact qui pulsait avec ses mouvements. L'eau n'aurait pas aidé, il n'y en avait pas à proximité. Courir ne met pas fin à la poursuite dans la première minute d'une colonie déclenchée. Il a enlevé sa chemise et l'a utilisée comme une brosse, mais le tissu collait les insectes à sa peau. Chaque seconde ajoutait une dose. Le bourdonnement s'épaissit jusqu'à ce que la nuit elle-même semble vibrer. Les ouvriers des champs qui travaillaient déjà près de The Grove ont entendu le bruit et se sont dirigés vers lui avec l'urgence calme de personnes habituées au danger. L'un portait un sac de coque fumante, de la fumée de verger pour gérer les ruches en boîte, mais l'air calme de la nuit empêchait la fumée de se répandre loin. Les adolescents, encore à environ 30 mètres, ont vu Javier tomber à genoux puis se lever, les bras pompants, les pas dérapant dans la terre poudreuse. Il s'est dirigé vers le bosquet, puis a dévié vers l'allée ouverte, comme s'il cherchait un espace plus vide. Le dernier sprint a duré moins de 30 secondes. Il a parcouru environ 30 mètres avant que son rythme ne casse, les seins s'épaississant autour de sa tête et de ses épaules. Il s'est penché, les mains sur les cuisses, puis s'est tourné sur le côté, les genoux relevés. Le bruit du nuage couvrait les petits sons en dessous. Au moment où les ouvriers des champs l'ont atteint avec la fumée, le mouvement s'était réduit au rapide mouvement des doigts et à une légère inclinaison de la poitrine. La fumée a percé un trou dans l'air. Les seins s'est desserrés, s'élevant et s'amincissant, certains se posant sur les avant-toits, d'autres formant un cercle haut au-dessus de la voie. Javier était allongé sur le dos,
sa poitrine se soulevant par des respirations rapides et peu profondes. Les piqûres avaient lié gonflées en amas serrés sur son front et son cou, ses lèvres étaient épaisses, ses yeux presque fermés. Les travailleurs ont soigneusement brossé les derniers insectes, essayant de ne pas les presser contre sa peau, et l'ont traîné dans l'allée ouverte où le peu d'air qui circulait pouvait l'atteindre. Un voisin est arrivé avec un pick-up et une bâche. Ils l'ont soulevé sur le plateau. Il n'y avait pas d'ambulance à proximité et la réception cellulaire à The Groves était instable. Les adolescents se tenaient près de la clôture tandis que le camion était au ralenti, puis avançait lentement sur les ornières, le conducteur essayant d'éviter de soulever de la poussière sur l'homme sur la bâche. Il a été déclaré mort plus tard dans la nuit dans une clinique de la ville. Le rapport a noté un empoisonnement étendu et un gonflement des voies respiratoires. Le matin, les autorités ont démoli la cabane. À l'intérieur, dans les chevrons, pendait un large treillis de rayons rempli de couvains lourds et chauds au toucher. Près de la porte, il y avait un pied de biche tombé et un masque anti-poussière avec une sangle déchirée. Dans l'allée, une seule chaussure a été trouvée, ses lacets arrachés. Le téléphone de Javier contenait un court enregistrement audio, un coup creux, puis un rugissement montant, suivi d'un bruit déformé, le microphone luttant pour capturer le bruit de l'essaim. L'essaim au Yucatan a montré comment de petites créatures peuvent te submerger par le nombre. Mais dans les rivières du Brésil, le danger vient de sous la surface. Rapide, silencieux et impossible à semer une fois qu'il vous trouve. C'était le 9 avril 2016 sur les rives du Rio Cuiabá à Mato Grosso, au Brésil. L'air du soir était lourd d'humidité, la rivière coulait à flot à cause des pluies récentes, son courant glissant rapidement le long de la rive boueuse. Un vagabond agité était souvent arrêté pour vol et bagarre. Paulo Silva avait 27 ans. Il n'avait pas de travail stable bien qu'il ait essayé de transporter des marchandises au marché les jours de foire. Ce soir, il avait tenté maladroitement de voler une moto laissée devant un petit atelier de réparation. Les cris du propriétaire ont attiré les voisins et Paolo s'est retrouvé à courir sur le chemin de terre, 3 hommes le poursuivant de près. Il n'avait pas de plan à part la vitesse, pas de direction claire sauf s'éloigner. Les choix de Paolo l'ont mené vers la berge. Il l'avait déjà utilisée comme cachette, coupant à travers les roseaux pour revenir vers la ville après un vol. Les pêcheurs le connaissèrent de vue. Cette fois, il ne portait rien dans ses mains, ni outils, ni sac. Juste de la sueur et de la panique. Sa pensée était simple. L'eau pouvait rompre la ligne de mire, pouvait le porter en aval au-delà de la portée de son poursuivant. C'était un pari, mais qu'il avait déjà pris dans des eaux moins profondes. La rivière était large ici, environ 100 mètres de large, la rive opposée, bordée de roseaux et de petits arbres. Des hommes pêchaient à la ligne à main et avec des seaux, observant l'agitation qui augmentait de l'autre côté. La surface ondulait de manière inégale, des taches sombres roulant en dessous. Ce n'était pas de l'eau calme de saison sèche, c'était gonflé, rapide et vivant avec des choses remuées par les pluies. Les piranhas faisaient partie de ces eaux, aussi communs que les berges boueuses elles-mêmes. Les piranhas à ventre rouge, mesurant en moyenne environ 30 cm, se rassemblent en bancs, pouvant compter des centaines d'individus. Ils ne sont pas des tueurs constants. La plupart du temps, ils fouillent, se nourrissant d'insectes, de poissons ou de charognes. Mais ils sont opportunistes, attirés par le sang ou les éclaboussures de frénétiques. Pendant les saisons de crue, lorsque la rivière pousse poissons et animaux dans des espaces confinés, leur alimentation devient plus aiguisée. Les habitants apprennent dès leur jeune âge à ne pas patauger lorsque les bancs se rassemblent près des berges. Un garçon près de la route a crié à Paolo de ne pas y aller, que le courant était fort et l'eau dangereuse. Les pêcheurs de l'autre côté avaient déjà remarqué un mouvement inhabituel près des bas-fonds, de petits poissons brisant la surface, une ondulation qui ne correspondait pas au courant. Paulo n'entendait pas ou ne les croyait pas. Les voies derrière lui étaient au plus proche et l'eau semblait être la seule route ouverte. Il glissa le long de la berge, la boue tachant ses jambes, et plongea d'un coup. Il refit surface en se débattant, la tête émergeant, les bras brassant contre le courant. Il tenta de crier en retour aux hommes qui le poursuivaient, mais ses mots se brisèrent dans les éclaboussures. Les pêcheurs l'ont vu dévier sur le côté presque instantanément, ses coups de pied inégaux. Une tache s'est étendue autour de lui, d'abord pâle, puis rouge nuageux. Il a frappé à la surface comme pour repousser quelque chose de ses jambes. Les spectateurs sur la rive ont commencé à crier, agitant leurs bras, mais le bruit de l'eau a avalé leurs avertissements. L'attaque s'est produite en quelques secondes mais a semblé beaucoup plus longue. Les mouvements de Paulo sont devenus frénétiques, ses épaules roulant, tandis qu'il essayait de garder son visage au-dessus de l'eau. Le banc de poissons se concentrait près de ses cuisses, des corps sombres brisant la surface. Ses cris coupaient court, avalés par la rivière, alors qu'il sombrait. Il est remonté une fois de plus, la poitrine arquée, les bras griffant dans le vide. Le pêcheur a vu l'eau bouillonner et écumer, puis des éclats d'écailles, puis seulement sa bouche ouverte en silence avant qu'elle ne coule. La rivière est redevenue des ondulations et une tache dérivante. Des morceaux de tissu ont flotté librement, une partie d'une chemise, un morceau de tissu descendant le courant. Sur la rive, les poursuivants se sont arrêtés net. Stupéfaits, ils ont crié dans l'eau, mais il n'y avait pas de réponse, pas d'autres traces au-delà des tourbillons. Les pêcheurs ne sont pas entrés.
L'expérience leur a dit que le danger n'était pas passé. Ils ont attendu que le courant se calme, puis ont marqué l'endroit avec une branche coupée. Pendant des heures, l'eau a transporté des indices. Un fragment de chaussure, un fil de tissu, mais pas l'homme lui-même. En fin d'après-midi, les locaux ont récupéré ce qui restait, accroché à une souche le long de la rive. Un petit paquet d'os et de tissus a été ramené en ville, enveloppé dans un sac. Aucun cortège n'a suivi. Il a été placé dans une tombe non marquée au bord du cimetière, le service étant tenu par un employé plus par formalité que par chagrin. Le seul enregistrement public est devenu sous la forme d'une seule ligne dans le rapport de police régionale. Une note qu'un homme était mort dans la rivière lors d'une fuite après un vol. Là où l'eau a réduit une vie en fragments, la jungle avait son propre prix. Dans les hautes herbes près des rizières, quelque chose était enroulé bas, attendant un mouvement dans l'obscurité. C'était le 14 juillet 2017 dans un village agricole sur Sulawesi, en Indonésie. La nuit pesait sur les rizières, chaudes et humides. Les sentiers entre les champs ne portaient que des grenouilles et de l'eau en mouvement. Un homme se cachait après un cambriolage devenu violent à 2 vallées de là. Agus Wirawan avait 40 ans. Il échappait à la police en restant inoubliable, dormant dans des abris, échangeant des travaux discrets contre de la nourriture, volant quand il le devait. Les gens le décrivaient comme prudent et léger sur ses pieds, un homme qui observait avant de bouger. Il voyageait la nuit, parlait peu et s'éclipsait avant que quiconque soit sûr de l'avoir vu. Pendant 2 semaines, il a utilisé ces rizières, campant à la lisière des arbres où la jungle poussait dans les champs. Il portait un petit sac, une lampe de poche bon marché et un couteau de ceinture qui coupait mieux la corde que le bois. Les villageois l'ont vu traverser la digue après minuit et soulever un sac de riz d'une cabane de stockage non verrouillée. Il restait à la lisière et dans les hautes herbes. De telles habitudes l'avaient gardé libre, elles le mettaient aussi là où vivent les animaux. Les champs se trouvaient dans une grille d'eau jusqu'aux chevilles, avec des digues surélevées entre eux. Des canaux bordaient les parcelles, lents et bruns, étouffés par les mauvaises herbes et les débris de feuilles de la tempête. Au-delà de la digue extérieure, le sol s'élevait en broussailles et bananiers, puis des arbres plus épais. Les criquets marquèrent l'heure. Une fine brume flottait bas sur le sol le plus humide et cachait plus le mouvement qu'elle ne le révélait. Les pitons réticulés opéraient dans ses marges. Les adultes atteignent couramment 15 à 20 pieds et peuvent peser plus de 150 livres. Ils se couchent en enroulés à côté de couvertures, ancrées aux racines ou aux broussailles. La frappe est rapide, les dents se recourbent pour tenir et le corps s'enroule par réflexe. La constriction n'arrête pas en écrasant les os, elle arrête le flux sanguin et la respiration, fonctionnant en quelques minutes. Lorsque la proie devient immobile, le serpent aligne le corps et avale tête la première, les ligaments de la mâchoire et la peau s'étirant, tandis que les muscles de la gorge font descendre le poids. Après un grand repas, un python se déplace lentement et cherche un abri ou de l'eau jusqu'à ce que la digestion allège sa charge. Plus tôt cette semaine, des poulets ont disparu d'un hangar près de la lisière des arbres. Des marques de traînées étaient visibles le long d'un chemin humide. Un garçon en ville a dit qu'il avait vu quelque chose de gros glisser à travers un fossé au crépuscule. Les adultes ont traité cela comme normal pour la saison. Après que la tempête ait desserré les portes et les loquets, 2 fermiers ont commencé des rondes de nuit pour dissuader le vol. Ils portaient des lampes frontales et des bâtons courts, utiles pour les chiens et les ivrognes et, si nécessaire, pour tapoter le sol devant. Gus a quitté son abri après minuit, empruntant un chemin qu'il connaissait par cœur. Digue, cabane, encore digue, puis le long du fossé sous les bananiers. Il gardait la lumière basse. Les patrouilleurs étaient à une demi-champ, leurs lampes faibles. Un nuage est passé devant la lune et les rizières se sont assombries. Il a glissé le loquet de la cabane avec un fil, a soulevé un demi-sac sur son épaule et est retourné dans l'herbe. Du fossé vint un bruit comme une corde mouillée traînant sur du bois. Il s'arrêta puis accéléra. Les fermiers entendirent un cri bref et s'arrêtèrent pour écouter. Quelque chose de lourd se déplaçait dans l'herbe devant eux, sur leur droite, suivi d'un bruissement sourd qui fit frissonner les tiges de riz. Ils se dirigèrent vers cela en baissant leur lumière pour garder l'équilibre. L'herbe se plia en un cercle lent. Un instant, on aurait dit un homme en train de lutter avec une bâche. Puis leurs faisceaux ont attrapé le motif des écailles et le dessous pâle d'un corps enroulé sur lui-même. Auguste était allongé sur le côté, à moitié hors de la digue, une boucle serrée autour des hanches et de la poitrine. Le sac flottait dans l'eau du fossé. Sa main avec le couteau grattait la boucle mais ne pouvait pas passer dessous. La pression augmentait comme une ceinture qui se resserre cran par cran, chaque expiration laissant moins de place pour se remplir à nouveau. Il donnait des coups de pied et se roulait, ce qui permettait au serpent de s'enrouler à nouveau, son bras libre étalé à sa gorge. Dans le faisceau lumineux, le corps semblait plus épais que la cuisse d'un homme là où il croisait sa taille. La tête a frappé son épaule, les dents s'emmêlant dans le tissu et la peau pour ajuster l'alignement. L'enroulement s'est déplacé plus haut, les côtes craquant sous la charge. Ces mouvements sont passés de frénétiques à mécaniques. Des doigts poussants, des pieds raclants, des yeux fixés sur rien. Les fermiers criaient et intervenaient avec des bâtons, puis s'arrêtaient car chaque mouvement au sol resserrait les anneaux. Le corps du python fonctionnait comme une pompe.
pression et relâchement en cycle rapide qui se rétrécissait avec le temps. Les minutes passaient en morceaux durs. La queue s'accrochait aux racines des fossés, les hommes essayaient de défaire une boucle avec des perches mais il n'y avait pas de levier et la tête frappait le bois avec un bruit sourd. Lorsque Agus s'immobilisa, les bandes tinrent longtemps puis se relâchèrent légèrement. La tête glissa le long de son visage et de sa poitrine, testant les angles. La mâchoire s'étendait sur le cuir chevelu et le front, la peau du serpent glissait vers l'avant tandis que les dents prenaient une nouvelle prise. Le long corps se déplaçait en vagues lentes, comme un tissu travaillé sur une forme. L'avalement prenait du temps, la tête et les épaules disparaissaient d'abord, la mâchoire franchissant chaque montée. Le serpent fit une pause pour s'ajuster, les muscles regroupés derrière le crâne, puis poussa à nouveau. Les seuls sons étaient l'eau qui gouttait dans le fossé et la respiration des hommes. Après que la poitrine ait passé la bouche, le reste a bougé plus vite. Le serpent a fait descendre le poids par centimètre, le long corps se fléchissant, les côtes se dilatant et se relaxant. Aux hanches, il a ralenti à nouveau, puis a repris. Enfin, les jambes ont glissé et les boucles se sont détendues en longs anneaux lâches sur l'herbe. Quand les autres villageois sont arrivés avec des torches, il n'y avait plus personne à sauver. Une forme longue et distendue se trouvait derrière la digue, les flancs du serpent se déplaçant avec de lentes respirations. Il s'est déplacé à leur approche et a glissé vers une couverture plus épaisse, avec le mouvement lent et délibéré d'un animal repu. Personne ne s'est mis devant, ils ont suivi à distance jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les buissons. 2 jours plus tard, le même patrouilleur a vu le python près des rizières, lent et gonflé, une ligne de boue séchée le long de son flanc. Les agents forestiers ont été appelés de la ville. Ils ont utilisé des bâtons et un nœud coulant, immobilisé la tête et neutralisé l'animal avec soin pour éviter de le déchirer. Un couteau a ouvert le ventre le long d'une couture. À l'intérieur se trouvait Agus, de la tête aux pieds, plié uniquement là où le chemin l'avait exigé. Son couteau de ceinture était dégainé près d'une cheville, sa lampe de poche était posée dans l'herbe là où la première boucle l'avait pris. Le rapport mentionnait un python réticulé d'environ 18 pieds de long et suffisamment lourd pour que 4 hommes soient nécessaires pour le soulever pour la coupe. Les villageois ont brûlé les entrailles dans une fosse et ont lavé le fossé avec des seaux. Le soir, seule une parcelle d'herbe piétinée et un tronçon de digue dépouillé montraient ce qui s'était passé. Là où le silence tuait en spirale, le nord racontait une histoire plus forte. Bois éclaté, fer tombant et un ours forçant son entrée. C'était le 17 novembre 2013 à l'extérieur de Haines en Alaska. Une fine couche de glace recouvrait le fleuve Chilkat, tandis qu'une légère neige tombait à travers les épicéas et les aulnes. Un homme était recherché pour cambriolage et violation de liberté conditionnelle. Daniel Kincaid avait 44 ans. Il avait navigué entre les sites de coupe et le transport routier de courte distance jusqu'à ce que les emplois se raréfient et qu'ils disparaissent des radars. Il savait comment se déplacer entre les cabanes fermées après la saison, réparer une charnière ici, prendre un peu de carburant là, en laissant juste assez d'ordre pour que personne ne regarde de trop près. Les gens qui l'ont croisé l'ont décrit comme prudent plutôt que courageux. Il voyageait léger et observait avant de bouger. La nourriture et le carburant définissaient ses limites. La tempête de la semaine précédente l'avait laissé bloqué près de la ville et dépouillé son sac. Il glissa un tournevis sous une fenêtre arrière, lâche, desserra le cadre et entra dans le froid et l'obscurité. Il purgea la ligne du poêle, mit une poêle et décongela une boîte de ragoût pour économiser le bois. Il avait l'intention de manger, de dormir un petit moment et de prendre la route après minuit. Ce qu'il ne pouvait pas contrôler, c'était l'odeur, la graisse et la vapeur qui s'échappaient par la cheminée dans le bois noirci. À 1 kilomètre, 2 chasseurs de cerfs avançaient le long d'une berge vers leur camion, les lampes frontales bien à moitié couvertes pour préserver leur vision nocturne. Dans la neige fraîche, ils avaient remarqué des traces humaines se dirigeant vers la cabane et derrière elles, un ensemble unique d'empreintes plus grandes avec de longues marques de griffes. Ils ont parlé tranquillement des intrus et des ours tardifs et ont décidé de passer par l'endroit en sortant. Le vent portait une fine odeur de nourriture le long du drainage. La vallée montrait des signes que les habitants reconnaissaient. Les pointes de saule étaient découpées. La souche était déchiquetée là où quelque chose avait creusé pour des racines. Les excréments étaient de couverts de glace et remplis de baies. En automne maigre, les femelles grizzlies se terrent tard. Une femelle qui n'a pas accumulé assez de graisse continue de se nourrir jusqu'en novembre. Une femelle peut peser de 3 à 500 livres et courir de 30 à 35 miles à l'heure en courte rafale. Des griffes de plus de 5 cm ouvrent des bûches et de la viande. Un nez aussi puissant capte les odeurs à des kilomètres. Une cabane chaude qui laisse échapper un ragoût est un signal clair dans l'air froid. Près des arbres, un tonneau d'appât était aplati d'un côté, de la terre fraîche jetée en éventail. Près du porche, une large empreinte dirigée droit vers la porte. À l'intérieur, Daniel ajouta une éclaboussure de carburant de réchaud et entr'ouvrit la porte pour évacuer la fumée. La neige crépitait sur le tuyau. Il n'a pas remarqué la nouvelle piste traversant la cour, ni la forme sombre qui s'arrêta à côté du mur et testa la couture du tuyau autour du loquet. Le premier bruit qu'il remarqua fut un grattement lourd sur la porte, puis une poussée qui fléchit le moraillon. Le panneau s'ouvrit de 6 pouces et heurta la chaîne de sécurité. Il s'est levé, a attrapé son vieux 22 sur la table et a fait un demi-pas. L'ours a surgi à nouveau. Les vis se sont détachées.
L'ours est entré dans la pièce, le nez près du sol. La table a bougé et la poêle a glissé du poil dans la neige. Le premier coup a été le poids, pas les dents. Une patte antérieure frappa Daniel à la hanche et le souleva, chaise et tout, contre le mur. Il essaya de se lever et un autre coup traversa ses côtes. Dehors, les chasseurs ont entendu 2 gros bruits sourds et un court cri. Un homme s'est dirigé vers la porte et s'est figé lorsque l'ours a frappé à nouveau, court et rapide. Daniel a tiré une fois dans le plafond, la tête de l'allée s'est tournée vers le bruit, elle a fermé et a pris son avant-bras. La pression s'est écrasée et le pistolet a résonné sur le sol. Elle l'a manipulé avec l'efficacité d'un animal affamé protégeant de la nourriture, des coups rapides et des morsures destinées à désactiver puis revendiquer. Le poil projetait de faibles arcs sur la fourrure et le contreplaqué. Daniel a essayé de ramper. Elle a planté une patte entre ses épaules et l'a immobilisé. Le tissu s'est déchiré, les os ont produit un son sourd sous la pression. Elle a haussé sa prise sur son bras et son épaule et l'a traîné vers la porte ouverte, reculant d'un pas à la fois jusqu'au seuil. Les chasseurs se sont déplacés vers la fenêtre et ont crié, puis ont tiré un coup de semonce dans la neige à côté du porche. La truie s'arrêta, la bouche humide, et tourna la tête sans s'enfuir. La chaleur et l'odeur la retenaient. Elle recula à travers la porte, tirant Daniel sur le seuil. Ses bottes laissèrent une trace ondulante dans la neige. Le deuxième coup de semonce a retenti et a roulé dans la vallée. Elle a sursauté, s'est crispée et l'a traîné dans la cour. La neige a transformé leur lampe en brouillard. L'ours l'a traîné vers les buissons, s'arrêtant pour mordre quand il donnait des coups de pied. Chaque arrêt laissait une tache plus profonde, de longues de traînées interrompues par des empreintes de bottes. Les chasseurs gardaient leur distance et tournaient sur le côté, criant pour détourner son attention sans provoquer une charge. Elle a atteint la berge et l'a tiré par-dessus le bord. Ils ont entendu un bruit sourd et un grognement, puis Alder qui claquait. Les chasseurs ont regardé en bas et ont vu l'ours courbé sur le corps de Daniel, se nourrissant avec des grognements réguliers et des sons de déchirure. À travers les branches, ils ont aperçu son dos, une patte appuyée et le mouvement de sa tête alors qu'ils travaillaient. Ils tenaient leur fusil, mais n'ont pas tiré, sachant qu'un ours blessé dans un buisson serré serait encore plus dangereux. L'odeur métallique du sang flottait alors que la vallée devenait silencieuse, seulement brisée par la rivière sous la glace. Réalisant qu'il n'y avait rien à faire, ils sont retournés dans la cour, ont sécurisé la porte de la cabane et ont laissé derrière eux une scène marquée par le sang et des traces de traînées. Les autorités sont arrivées en raquette le lendemain. La cour était un mélange de traces, de sang et de tissus déchiquetés. En bas de la berge, il y avait des fragments d'os et des morceaux plus gros enfouis dans la neige. La ligne de recherche a suivi des marques de traînées jusqu'à la forêt et les a perdus dans les arbres tombés. L'ours n'a pas été trouvé. Au printemps, des randonneurs ont découvert une botte avec un os encore à l'intérieur près d'un canal latéral gelé et l'ont apporté en ville. Le rapport mentionnait une ours grizzly, probablement en retard pour hiberner, attirée par une odeur de cuisine. Victime identifiée par les travaux dentaires et un dossier de libération conditionnelle. Une cabane dévastée par la faim, à un continent d'écart, le même besoin de viande glissait à travers l'herbe, imparable. C'était le 8 mars 2018, dans la réserve de tigres de Pench, au Madhya Pradesh, en Inde. La saison sèche se resserrait et la forêt de teck se dressait nue, ses feuilles craquaient sous les pieds. L'homme faisait des petits boulots dans des fermes le long de la route, réparant des outils, conduisant des charrettes à bœufs et ramassant des morceaux de bois pour les feux de cuisine. Rancho Kumar avait 36 ans. Son père avait coupé du bambou et du chaume avant lui, et Rancho avait grandi en connaissant les sentiers de la forêt qui comportaient des risques. Mais l'argent ne suffisait jamais. Avec une femme et 2 enfants, et des dettes envers les commerçants, il accepta de rejoindre 2 autres personnes pour poser des pièges rudimentaires pour les cerfs près de la clôture de la réserve. Le venaison pouvait être vendu discrètement. Les peaux et les bois d'animaux avaient encore plus de valeur. Ce n'était pas la première fois qu'il franchissait le fil, mais il connaissait le danger. Les gardes forestiers avaient affiché des avis avertissant que des patrouilles de nuit et des pièges photographiques étaient actifs. Les habitants disaient souvent que les tigres ici chassaient les intrus et 3 hommes se déplaçant avec des lumières après la tombée de la nuit attirèrent l'attention. Rancho croyait que les nombres les rendaient plus sûrs. Il portait une boucle de câble en acier, une longueur de corde et une torche tenue basse. Ses partenaires avançaient en murmurant sur l'endroit où placer le premier piège. La réserve autour d'eux était une forêt sèche interrompue par de hautes herbes et des broussailles épineuses. L'air portait la poussière dans l'odeur de vieux feux. Les cigales chantaient et chaque pas écrasait des feuilles tombées et séchées par le soleil. La lune était basse, voilée par la fumée des feux de champ aux abords des villages. Le tigre qui vivait ici était un mâle dans sa prime, mesurant près de 9 pieds du nez à la queue et pesant près de 450 livres. Les tigres de Pench sont des chasseurs embusqués, se déplaçant discrètement à travers l'herbe et frappant à courte distance avec des pointes de 48 à 64 km/h. Leurs membres antérieurs sont dotés de muscles denses conçus pour la lutte, des griffes de près de 4 pouces de long pénétrant dans la peau. Une seule morsure au cou ou à la gorge suffit à terrasser une proie plus lourde qu'un homme.
Contrairement aux léopards, ils ne traînent pas de proie dans les arbres, mais les cachent dans l'herbe ou un abri, se nourrissant pendant des heures en revenant à la carcasse jusqu'à ce qu'elle soit dépouillée. Les gardes forestiers avaient de signaler un tigre rôdant près des limites des fermes et les agriculteurs ont dit que du bétail pris à la lisière des champs avait été retrouvé à moitié mangé dans les fourrés. Rancho avait entendu ces histoires mais les considérait comme banales. Beaucoup de nuits se terminaient par rien de plus que le silence et le retour à la maison. Cette fois, les hommes sont allés plus loin, ignorant les frissons des vaches mugissant dans des hangars éloignés. Les fermiers qui observaient de l'autre côté de la clôture murmuraient que c'était de la folie mais n'intervenaient pas. Vers minuit, les hommes ont installé leur premier piège sur un sentier de gibier. Rancho s'est penché pour fixer la boucle contre un pieu, manipulant la corde maladroitement. Ses partenaires ont chuchoté vivement et ont tourné leur faisceau vers les arbres. Des branches se sont cassées, suivies par un grondement bas roulant à travers la clairière, profond et court. Ce genre de son n'est produit que par un grand félin. Les hommes se sont figés, les agriculteurs sur le chemin extérieur ont plus tard dit aux responsables qu'ils ont entendu des cris suivis de lourds bruits de fracas à travers les buissons. Le tigre est venu rapidement, couvrant la distance en quelques sauts. Les témoins l'ont décrit comme soudain. Des faisceaux lumineux ont traversé la fourrure, puis ont disparu tandis que les corps se dispersaient. Rancho n'a pas couru assez vite. Le tigre l'a frappé de côté, l'impact l'a projeté au sol. Il a crié une fois avant que le son ne se transforme en tout. Les griffes ont déchiré son dos et ses côtes alors qu'il roulait. Les autres ont fui, leur lumière balançant sauvagement alors qu'ils se précipitaient vers la clôture. Derrière eux, le grognement du félin, bas mais montant à mesure qu'il resserrait sa prise. Les agriculteurs se sont cachés dans l'ombre et ont entendu le bruit d'un poids traîné dans l'herbe. Le cri qui avait commencé haut s'est aplati en silence. Tout ce qui suivit fut le grondement de l'animal se déplaçant pour se mettre à l'abri, les branches craquant sous son poids. Puis le calme. Le tigre mangea avec la patience de son espèce, traînant le corps dans les hautes herbes où il fut partiellement dévoré. Personne ne s'est approché cette nuit-là. Les hommes qui se sont échappés ne sont pas allés à la police, craignant autant les accusations que le tigre. Les agriculteurs sont restés principalement silencieux, mais ont ensuite parlé discrètement aux gardiens des lumières et du bruit, suffisamment pour que l'histoire entre dans les dossiers de la réserve. À l'aube, les gardiens ont retracé la scène. Ils ont trouvé des traces de traînées à travers le sentier, du sang étalé en arc et un piège cassé à moitié enfoui dans le sol. Une torche était fendue dans la poussière, dans l'herbe, et ils ont trouvé des morceaux de tissu et une chaussure déchirée et imbibée. Ils ont suivi les traces de traînées jusqu'à ce qu'elles se terminent dans un enchevêtrement trop dense pour entrer en toute sécurité. 2 jours plus tard, une patrouille a récupéré davantage. Des os dispersés, une colonne vertébrale partiellement dénudée, des tissus enroulés autour des branches. Le rapport l'a enregistré dans les fichiers de réserve, marqué comme un incident de braconnage et de prédation. Il n'a pas été porté aux grands journaux, seulement une ligne dans les archives locales. Pour les habitants près de Pench, ce n'était pas une surprise. Les paysans ont encore parlé de ce qu'ils avaient toujours dit, que la forêt se protège elle-même et que ceux qui y entrent la nuit sont jugés par plus que des hommes. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes prêts, l'histoire suivante vous attend sur l'écran de fin. Une autre rencontre avec l'inattendu sur Animal Quest.